C'est 54 pays. Par la taille, le plus petit, ce sont les Seychelles. Le plus grand, c'est l'Algérie. L'Afrique, c'est aussi 6 fuseaux horaires, 30 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois la taille de l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,25 milliard d'habitants, ce qui en fait le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. Mais ce chiffre va doubler pour atteindre 2,5 milliards d'habitants en 2050. La population africaine est aussi la plus jeune du monde, avec une moyenne d'âge de 19,7 ans, comparée à la moyenne mondiale qui est de 30,4 ans. En 2050, 2 tiers des Africains auront moins de 30 ans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on passe à la leçon numéro 2 après avoir vu notre étude de cas sur le Sahara. On passe tout de suite à la leçon sur le continent africain. Elle s'intitule « Le continent africain face au développement et à la mondialisation ». En introduction, je vous rappelle que l'Afrique est composée de 1,2 milliard d'habitants et que d'une manière générale, dans les idées reçues, on garde toujours l'image d'une Afrique plutôt liée à la misère, au mal développement et à une faible intégration à la mondialisation. Alors, il y a certes évidemment une réalité dans toutes ces idées, mais il faut également un petit peu nuancer, c'est ce que je vous dis dans l'introduction, car vous le savez, notamment grâce à l'exemple du Sahara, l'Afrique c'est aussi un continent riche avec des ressources importantes, et puis on le sait un petit peu moins, depuis les années 2000, elle a amorcé des progrès très importants, notamment avec une croissance qui démarre dans certains pays qu'on surnomme les lions africains, et vous verrez que c'est un continent qui intéresse énormément, notamment les pays émergents. Donc la question qu'on va se poser dans cette leçon, sur quel fondement le développement des territoires africains peut-il s'appuyer ? Alors avant de passer à votre grand 1, je vous rappelle, et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette carte qui s'affiche à l'écran, que l'étude de cette leçon est complétée par l'apprentissage d'une carte qui peut être demandée au bac, et donc que vous trouverez dans votre manuel, je vous en reparlerai dans les mails que je vais vous envoyer. On passe d'abord à notre grand 1, donc un continent au développement fragile faiblement intégré à la mondialisation, et petit 1, à travers de nombreux chiffres, on va voir les défis du développement africain, en montrant que c'est une périphérie de la mondialisation. Alors première flèche, il y a un réel problème de pauvreté et de retard de développement. D'abord en termes de PIB, on peut suivre les chiffres en même temps que ce qui est écrit dans votre cours. Le PIB africain ne représente que 2,5% du PIB mondial. Donc en fait, on vous le montre très bien sur cette carte, vous le voyez bien ici, le PIB africain est quasi l'équivalent du PIB d'une métropole comme Tokyo. Donc imaginez-vous, l'ensemble du continent africain pèse autant que la capitale du Japon, Tokyo. Donc vous voyez bien ici les énormes écarts en termes de PIB. En termes d'IDH également, les indicateurs sont très très faibles puisqu'on a un IDH africain moyen de 0,52, là où la moyenne mondiale est de 0,75. Et sur les 54 pays d'Afrique, 33 sont des PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Alors sur ce 1,2 milliard d'habitants africains, il ne faut pas oublier de rappeler que la moitié vit avec moins de 1,25$ par jour. Donc c'est ce qu'on appelle la pauvreté monétaire, c'est-à-dire lorsque vous avez un niveau de vie qui est inférieur à un montant donné. Donc là ici on a pris le seuil de pauvreté. Donc je le rappelle, 1,25$ par jour par habitant. De manière un petit peu plus concrète, l'accès à l'électricité également pose des difficultés. Vous le voyez, un Africain sur 3 seulement a accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable est également très difficile puisque 60% de la population africaine n'a pas accès à l'eau potable. Donc ça pose des problèmes sanitaires importants et on a 2 maladies en Afrique qui font véritablement des ravages. La première, peut-être moins connue, c'est le paludisme et pourtant c'est la première cause de mortalité dans le monde. Alors regardez, on vous montre ces chiffres qui sont énormes. Un enfant tué par la maladie, par le paludisme dans le monde chaque minute. Alors le paludisme, ça se transmet par un moustique qu'on appelle l'anophèle qui aime les zones humides et chaudes. Et vous le voyez ici sur cette carte, ça fait vraiment des ravages en Afrique, ce paludisme. Et puis bien sûr, le sida, qui en Afrique aussi fait des ravages. Et il y a même certains pays dont l'existence démographique, quasiment la survie, est menacée par le sida. Seconde flèche, on vous rappelle également que l'Afrique est le continent le moins intégré de la mondialisation. Donc regardez sur cette carte, on le perçoit très bien. En fait, l'Afrique ne représente que 3% seulement des échanges mondiaux. Alors ça s'explique par 2 choses. Déjà, premièrement, c'est une intégration à la mondialisation qui est fragile car elle est fondée sur l'exportation de matières premières, de matières agricoles. Et il y a une véritable fragilité car la plupart du temps, ces matières premières, ces matières agricoles voient leur prix fixé à l'extérieur de l'Afrique. Donc par exemple, les produits agricoles, vous savez, sont fixés pour leur prix à Chicago. Le café, lui, est fixé à New York. Donc
ça échappe totalement au contrôle de l'Afrique et la plupart du temps, comme la connexion est mauvaise avec les cours mondiaux, eh bien l'Afrique souvent est un peu la laissée pour compte de toutes ces ventes et toutes ces exportations de matières premières, de produits agricoles et souvent elle perd beaucoup d'argent par rapport à ça. Et puis on l'a vu au Sahara, l'exploitation de ces ressources, elle est souvent dans les mains de FTN étrangères. Donc on peut reciter ici l'exemple de Areva au Niger qui exploite l'uranium. Troisième flèche, on termine en rappelant que l'Afrique a un potentiel industriel qui est vraiment à développer. La preuve, le continent ne représente que 1% de la production industrielle mondiale. C'est-à-dire que l'industrie en Afrique est assez peu développée pour le moment. On va voir que ça s'améliore un petit peu plus tard dans la leçon. Mais en tout cas, pour le moment, les chiffres sont effectivement assez inquiétants. Et la dernière chose, et on le voit très bien aussi, c'est que lorsque vous regardez l'Afrique et lorsque vous regardez les ports mondiaux, eh bien, vous le voyez très bien sur cette carte, il y a finalement extrêmement peu de ports mondiaux en Afrique. Alors, il y a Durban en Afrique du Sud, il y a Tanger également au Maroc, mais quand on sait que l'essentiel du transport de marchandises passe par les mers, vous imaginez bien que l'absence de grands ports mondiaux, premièrement, illustre la faible intégration à la mondialisation, mais pénalise également l'Afrique, puisque forcément, elle va avoir du mal à accueillir les nombreux flux mondialisés que l'on a déjà étudiés précédemment cette année. Alors, on vient de constater les défis du développement africain, mais dans le petit 2, on va surtout constater que l'Afrique possède un potentiel de développement considérable. Voici sur cette carte les régions où se trouvent les mines d'uranium, le charbon, le fer, le zinc, le cuivre, le phosphate, l'or, les principaux gisements de gaz naturel et surtout de pétrole. L'Afrique représente 12% de la production mondiale et possède 10% des réserves de pétrole mondiales prouvées, essentiellement dans le golfe de Guinée et en Libye. Alors on le sait maintenant, le continent africain attire à nouveau les investissements au XXIe siècle, mais c'est essentiellement pour des raisons d'exploitation minière et pétrolière. En fait, les rapports du continent avec le reste du monde sont d'une grande permanence. Pourvoyeur d'hommes, le continent est aussi pourvoyeur de matières premières. C'est la... En Afrique, les jeunes âgés de moins de 15 ans représentent plus de 40% de la population africaine et les moins de 24 ans, plus de 60%. Fort de ce constat, les gouvernements de l'Union africaine ont dédié les thèmes de ces 28e et 29e sommets en 2017 à la maîtrise du dividende démographique par des investissements dans la jeunesse. Première flèche, elle possède un tiers des réserves minérales mondiales. Donc vous le voyez sur cette carte, elle regorge de richesses et de ressources importantes. Alors on les liste dans votre cours. 80% du platine mondial, qu'on va trouver notamment au Zimbabwe. 60% des diamants, Zimbabwe, Sierra Leone et RSA, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. 22% de l'or, encore une fois, l'Afrique du Sud. 22% de l'uranium, forcément, il faut citer le Niger, vous le connaissez maintenant, Namibie, Mozambique. Et puis d'autres minerais, le cuivre, le fer, le manganèse, phosphate, cobalt, etc. Seconde flèche, mais ça vous le savez également, on rappelle qu'elle a un énorme potentiel énergétique. Alors on l'a dit et vu sur le Sahara, notamment lié au pétrole. On estime qu'en Afrique, on trouve 13% des réserves prouvées de pétrole de la planète. On peut ajouter également à cela le gaz. Et puis deuxième ressource énergétique importante, l'hydroélectricité. On a des fleuves très importants, notamment le Nil, et on estime qu'il y a 10% du potentiel hydroélectrique mondial en Afrique. Donc là aussi, on peut se servir des fleuves pour produire cette électricité et l'Afrique possède là-dessus un potentiel très important. Dernière flèche, on rappelle qu'il y a également un potentiel humain très important avec une véritable jeunesse de la population. Alors c'est un vrai atout. Vous le voyez ici, on voit qu'il y a énormément de population, quasiment parfois dans certains pays, 50% de la population a moins de 20-15 ans, donc évidemment un potentiel très important puisque vous avez une population qui est évidemment jeune, dynamique, qui est ouverte au changement, qui est capable d'innover, et puis surtout c'est un véritable potentiel de consommation si votre pays décolle évidemment et accroche à la croissance. Donc, vous le voyez, ça nous permet d'arriver vers une transition. On passe désormais de l'afro-pessimisme, qu'on connaissait bien notamment au XXe siècle, surtout à la fin du XXe siècle, à un afro-optimisme, c'est-à-dire qu'on commence de plus en plus à s'écarter de la vision misérabiliste de l'Afrique
Et d'ailleurs, votre président, lorsqu'il est allé à la rencontre de la jeunesse africaine en 2017, a proclamé « Pourtant, la jeunesse africaine demande avec impatience de participer à la construction de son pays et de la mondialisation. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le souhait de l'Afrique, et de cette Afrique notamment jeune et dynamique, c'est de s'accrocher à cette mondialisation pour y participer pleinement. C'est ce qu'on va voir dans notre Grand 2, le décollage récent de l'Afrique. Entre 2001 et 2010, ce continent africain a connu une croissance économique moyenne du produit intérieur brut de 5,5%. À titre de comparaison, aux États-Unis, la croissance était de 1,6%, dans la zone euro de 1,2%, dans le groupe des émergents 3,7% au Brésil, 5% en Russie, 7,5% en Inde, 10,5% en Chine. Et si on regarde les 10 économies affichant la plus forte croissance sur cette période, 6 se trouvaient en Afrique: l'Angola, le Niger, l'Éthiopie, le Tchad, le Mozambique, le Rwanda. Alors ces taux de croissance que l'on voit sont impressionnants, mais attention, il ne faut pas confondre croissance et développement. Mais en plus, il y a une nouvelle classe de consommateurs qui émerge. En 1980, en Afrique, 111 millions de personnes appartenaient aux classes moyennes. En 2010, c'est 313 millions de personnes, soit 3 fois plus, ce qui représente à peu près un tiers de la totalité de la population du continent. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana figurent parmi les pays dont les classes moyennes sont en pleine croissance. Et ces classes moyennes, dont le pouvoir d'achat oscille entre 2 et 20 $ par jour, sont autant de consommateurs potentiels pour les entreprises locales. On a donc l'émergence d'un capitalisme proprement africain qui investit lui-même sur le continent. Regardez cette carte qui montre le taux de pénétration de la téléphonie mobile en 2012. Par exemple, au Ghana, à la fin des années 90, seules 50 000 lignes téléphoniques fonctionnaient dans un pays de presque 20 millions d'habitants. Eh bien aujourd'hui, 3 habitants sur 4 ont accès à un téléphone portable. Dans toute l'Afrique subsaharienne, en 2013, 60% de la population possède un téléphone portable. Et cette révolution du mobile entraîne des effets économiques induits. Les paiements mobiles permettent d'effectuer des transferts financiers rapides, là où les banques sont à peine présentes. Les agriculteurs ont désormais accès à des informations sur les marchés, ce qui leur permet de mieux négocier avec les intermédiaires. On le comprend, l'Afrique subsaharienne bénéficie d'une conjonction de facteurs économiques plutôt favorables. Alors pour étudier ce grand 2, on passe d'abord par un petit 1 qui s'intitule « Une Afrique en mouvement ». Alors on va reprendre cette carte justement où on vous montrait la faiblesse du PIB africain. On le rappelle en introduction, on a rappelé qu'en gros le PIB africain était l'équivalent d'une métropole comme Tokyo. Mais si vous regardez bien cette carte, elle vous permet vraiment de nuancer. Donc c'est une carte que l'on représente ici en anamorphose. Donc c'est-à-dire que vous le voyez, la taille de votre carré ou de votre rectangle représente votre PIB. Mais par contre, la couleur de votre carré ou de votre rectangle représente votre croissance. Donc, c'est-à-dire qu'on le voit très bien, nous, en Europe occidentale, et puis évidemment tous les pays qu'on considère comme riches et développés, on va retrouver des tailles de carrés et de rectangles assez importantes, parce qu'on va avoir des PIB forts, des richesses produites importantes sur une année. Par contre, on va avoir une croissance qui est relativement faible. Là où les pays africains, vous le voyez, se différencient de nous, c'est qu'ils connaissent, eux, des croissances assez importantes, et on considère qu'elle est en moyenne de 5% par an. Elle est emmenée notamment par les lions africains, dont on va parler juste après, mais regardez, très concrètement, vous avez des pays d'Afrique qui présentent des taux de croissance énormes. Ghana, par exemple, 8%. Éthiopie, 8%. On va reparler de ce pays un peu plus tard, vous le verrez à travers une vidéo. Donc, on le voit très bien, c'est un continent qui présente des chiffres de croissance qui sont très encourageants. Et on l'a dit, il est emmené notamment par les lions africains. Alors ce sont des pays en gros émergents qui ont un fort potentiel de croissance. On va en retenir 2 principaux. Évidemment, l'Afrique du Sud, c'est la première économie du continent. Alors elle fait partie des BRICS, c'est le S de BRICS. Elle a des FTN importantes. Elle a des minerais, notamment le diamant, dont elle est le premier producteur mondial. Et puis, à la différence de nombreux pays africains, elle a une industrie qui est développée.
Elle a un port mondial important qui est Durban. Et donc, elle a des installations modernes. Et donc, elle est capable d'exporter, elle est capable de vendre. Et donc, elle est capable de s'intégrer pleinement à la mondialisation. Donc, l'Afrique du Sud, c'est vraiment le poids lourd du continent. Et son concurrent sur le continent, c'est le Nigeria. Donc, c'est la deuxième économie du continent. Mais en termes de PIB, c'est le premier PIB africain. Des résultats assez intéressants. L'équivalent du quart de celui de la France. Et c'est notamment lié au pétrole. Mais ils ont également une économie qui est assez diversifiée puisque vous allez trouver à la fois donc, le pétrole, on l'a dit, mais aussi des industries pharmaceutiques, les médicaments, les cosmétiques. Et puis, c'est peut-être un peu moins connu pour vous, ils ont également une industrie cinématographique importante qui permet également de donner une identité forte, une culture importante qu'ils affirment. Alors s'ils le peuvent dans le monde lorsque leurs films, leurs séries s'exportent, mais en tout cas en Afrique, puisqu'ils ont vraiment une industrie cinématographique puissante. D'autres lions africains sont représentés sur cette carte, vous les voyez, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Angola, etc. Et il faudra compter avec ces pays à l'avenir dans la mondialisation, puisqu'ils s'affirment de plus en plus et présentent des croissances tout à fait intéressantes. Seconde flèche, on vous montre que ces pays ont la capacité de soutenir la croissance du continent par leur économie diversifiée, on l'a dit, et puis parce qu'ils s'appuient sur des services, là où certains États n'ont pas encore développé ce secteur, et surtout sur des classes moyennes. Alors pourquoi avoir des classes moyennes est un élément important dans la mondialisation? Eh bien tout simplement parce que vous allez attirer des investisseurs. C'est-à-dire que une FTN étrangère va commencer à s'intéresser à votre pays à partir du moment où il va y avoir un marché de consommateurs qui va s'ouvrir, un marché de consommateurs qui va être prêt à acheter vos produits. Et donc, de ce fait-là, on a de nombreux pays qui aujourd'hui attirent des IDE et donc des FTN, ce qui les amène évidemment à se développer progressivement. On termine ce petit 1 du grand 2 par une troisième flèche où on va parler de la révolution des télécommunications qui a touché l'Afrique. Alors vous le savez, l'Afrique compte 1,2 milliard d'habitants et sur ces 1,2 milliard d'habitants, il y a 700 millions d'Africains qui possèdent aujourd'hui un téléphone portable. Alors ça peut paraître peu, mais ça fait du continent le continent où on va trouver le taux d'achat de téléphones portables le plus élevé de la planète. Ça permet surtout à l'Afrique d'être mieux connectée au reste du monde. Par exemple, économiquement, pour un paysan de mieux connaître les cours fixés à Chicago ou à New York, ou alors politiquement, notamment on l'a vu lors des printemps arabes, ça permet aussi des évolutions. Les révolutions qui ont commencé en Tunisie se sont propagées ensuite dans le reste, notamment de l'Afrique du Nord, grâce à l'usage du téléphone portable. Alors c'est souvent lié évidemment à une meilleure connexion Internet et c'est principalement dans les grandes villes qu'on va trouver cette meilleure connexion, notamment grâce d'abord à des cybercafés. Donc aujourd'hui l'Afrique n'est plus considérée comme un trou noir dans le réseau Internet mondial, loin de là. C'est un continent qui est en pleine expansion et qui se connecte progressivement au reste du monde grâce au téléphone portable, grâce à Internet. Et puis, je termine ce petit 1 en vous rappelant aussi que des pays font de gros efforts, notamment concernant leur dette publique. Vous avez vu l'exemple gabonais dans votre cours, qui a une dette publique aujourd'hui qui est passée à 13% de son PIB, là où il y a encore une vingtaine d'années, elle était à 70% de son PIB. Et donc, cette logique de désendettement est très importante également à signaler pour montrer les progrès de ces États africains qui sont la plupart du temps en pleine croissance. Alors, on passe tout de suite à notre petit 2, un continent attractif, et on va voir qu'effectivement, avec cette croissance que l'on a évoquée dans les points précédents, désormais l'Afrique attire et notamment va attirer les IDE, c'est-à-dire tous les investissements directs à l'étranger, particulièrement venus d'Europe, d'Amérique, États-Unis et Brésil en tête, et puis évidemment d'Asie, et particulièrement des émergents asiatiques, notamment la Chine qui s'intéresse de plus en plus à l'Afrique. Alors on parle même de Chine-Afrique, comme vous le voyez. Depuis 2008, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. On le voit très bien avec ce diagramme qui vous montre l'évolution des échanges entre Chine et continent africain. Et donc ce système que l'on appelle Chine-Afrique peut également être cartographié puisque vous le voyez, les investissements chinois ne cessent d'augmenter dans de nombreux pays africains. La plupart du temps, les Chinois investissent dans des domaines stratégiques, notamment celui des ressources, mais pas seulement. Vous allez d'ailleurs le découvrir dans cette vidéo où l'on va découvrir les investissements chinois en Éthiopie. On pourrait se croire sur une autoroute à peine sortie de terre. Nous sommes en réalité sur le parc industriel d'Awassa en Éthiopie, mis en service il y a 1 an à peine. 300 hectares d'usines. Et au-dessus de la plus grande d'entre elles, flottent les drapeaux chinois et éthiopiens. L'un des géants chinois du textile a décidé d'installer ici une usine flambant neuve. Toutes les machines sont importées de Chine. Plus de 500 employés éthiopiens
et quelques dizaines d'expatriés, chinois forcément. Ça, c'est prêt à être livré. C'est le manager général, Danny Leung, qui nous fait la visite au pas de course. 30 minutes, pas plus. Il n'a pas très envie de s'afficher devant les caméras. La présence chinoise en Afrique est un sujet sensible. Pour le textile et les usines qui vont avec, le plus important, c'est la main-d'œuvre. Ils ont la main-d'œuvre. Vous savez, ici, c'était des fermiers. Ils sont en train de faire leur révolution industrielle. Oui, c'est ça. Une main-d'œuvre abondante et surtout bon marché. Voilà ce qu'est venue chercher cette entreprise chinoise. Quelle est la différence entre le coût du travail ici et en Chine? Une différence assez importante. En réalité, dans ces usines, le salaire est souvent inférieur à 30 € par mois, 20 fois moins qu'en Chine. Alors les entreprises chinoises investissent massivement, y compris pour former le personnel. 25 salariés éthiopiens de cette entreprise ont reçu une formation de 6 mois en Chine, au point de maîtriser la langue de Confucius. Avec près de 300 entreprises présentes en Éthiopie, la Chine est de très loin le premier investisseur étranger dans ce pays. Et ça tombe bien, l'Éthiopie ne demande que ça. Le parc industriel d'Awassa en est le parfait exemple. 220 millions d'euros, construit par une entreprise chinoise. Tout est fait ici pour faciliter l'arrivée des investisseurs. Une main-d'œuvre bon marché, on l'a vu, mais également des démarches administratives simplifiées. Tout se fait au même endroit, y compris les exonérations de taxes pour les produits importés. On peut gérer ça en quelques minutes, vous savez, on a déjà tout libéralisé. L'Éthiopie met tout en œuvre pour devenir dans les 10 prochaines années un des ateliers du monde. Et ce, même si les ouvrières, à la sortie de l'usine, se plaignent de leurs conditions de travail. Il fait trop chaud à l'intérieur. Et puis le salaire, ce n'est pas assez. 33 €. Le loyer, la nourriture, la vie est chère. Ne faites pas que vous plaindre, continuez à travailler, il y aura des progrès, je vous l'assure. La Chine a clairement choisi l'Éthiopie pour délocaliser une partie de ses usines et de sa production. La Chine qui a dépensé beaucoup d'argent, près de 10 milliards d'euros de 2010 à 2015 pour aider le gouvernement éthiopien à développer les infrastructures. Car c'est un fait, les deux pays avancent ensemble. Les entreprises chinoises sont absolument partout en Éthiopie pour construire des routes, des trains et donc des parcs industriels. Dans les prochaines années, il devrait y en avoir pas moins de 12, pilotés par l'État éthiopien. Les usines chinoises s'installent, continuent de produire à bas coût, alors d'une certaine façon, la Chine n'est-elle pas en train de racheter l'Éthiopie? Les autorités locales s'en défendent, elles affirment profiter elles aussi de la situation. Vous savez, les Chinois sont en train d'exporter environ 80 millions d'emplois, des emplois industriels. Et nous, on veut en récupérer une quantité importante grâce à une coopération étroite avec eux. L'industrie ne représente encore que 5% de l'économie éthiopienne. Le pays entend créer 2 millions d'emplois dans ce secteur d'ici 2025. Une révolution industrielle à marche forcée, au fort accent chinois. Donc à travers cet exemple que je viens de vous montrer, vous comprenez que la Chine s'intéresse notamment à l'Éthiopie par la faiblesse de coût de la main-d'œuvre, puisque l'Éthiopie a une quasi-absence de règles en termes de salaire minimum. Donc regardez, par exemple, vous pouvez payer un ouvrier éthiopien mensuellement 23 € en salaire minimum pour, par exemple, faire fabriquer du textile. Donc là où auparavant la Chine était l'atelier de la planète, vous voyez qu'aujourd'hui elle déplace elle-même ses ateliers vers des pays africains, notamment l'Éthiopie. Et donc ça s'inscrit dans un système qu'on appelle Chine-Afrique. Et je vous le dis également pour terminer cette première flèche, l'Inde suit un peu le même modèle. Donc on emploie également parfois le terme de Chine-Afrique. Seconde flèche, nous évoquons maintenant le fait que les puissances émergentes restent très intéressées évidemment par les matières premières africaines. Alors sur cette carte, on aurait pu d'ailleurs le montrer tout de suite, on est très intéressé côté chinois par le Soudan, notamment parce qu'il regorge de pétrole, mais également l'Angola.
L'uranium du Niger intéresse évidemment les Français, mais pas seulement. Les Chinois viennent également aujourd'hui concurrencer les Français sur place, notamment la FTN Areva, afin justement de récupérer une partie de l'uranium du Niger. Et puis, et la Chine là également le fait beaucoup, elle n'hésite pas à racheter des terres directement sur place à des pays africains, notamment à Madagascar. C'est ce qu'on appelle le land grabbing, c'est-à-dire, je le répète, lorsqu'on achète des terres, donc c'est-à-dire que la Chine directement achète des terres à Madagascar pour cultiver et ensuite récupère évidemment le produit de ces terres pour le ramener en Chine. Donc avec également l'élévation du niveau de vie en Afrique et notamment l'apparition, on l'avait dit, d'une classe moyenne, on rappelle aussi que la Chine fournit de plus en plus à l'Afrique des produits textiles, mais aussi des biens d'équipement bon marché, des téléviseurs, des ordinateurs, puisque désormais, dans de nombreux pays, il y a une classe moyenne qui peut consommer, et donc la Chine est également très bien placée pour exporter ses propres produits directement sur place. Dernière flèche qui est la conséquence des deux premières, nous comprenons qu'en échange de ces richesses, l'Afrique se transforme et se construit. Alors en effet, la plupart du temps, si on reprend l'exemple de la Chine, celle-ci va profiter des richesses d'un État africain et en échange, elle va lui construire des routes, des ports, des voies ferrées, des barrages, bref, une série d'infrastructures qui vont être entièrement payées par la Chine. Alors les domaines dans lesquels, par exemple, si on reprend encore une fois l'exemple chinois, les Chinois investissent massivement, les mines, la finance, le bâtiment, l'industrie, vous l'avez vu avec l'exemple notamment de l'Éthiopie, et en échange de quoi, vous le voyez, la Chine va importer directement d'Afrique des hydrocarbures, des minerais, etc., des produits agricoles avec le land grabbing, on l'a également évoqué, des produits manufacturés, etc. Donc il y a un véritable système d'échange entre la Chine ou d'autres pays, on va voir notamment l'exemple de la France qui continue également à rentrer dans cette logique-là, va venir exploiter sur place un certain nombre de richesses et en échange de quoi ils vont payer des infrastructures aux États africains qui n'ont parfois évidemment pas les moyens de se les payer. Donc ici je vous ai mis un exemple très concret. En 2016, vous voyez une ligne ferroviaire qui a été entièrement construite et financée par les entreprises chinoises, mais évidemment en échange de quoi il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les Chinois obtiennent évidemment des avantages, notamment, on le sait, des parts de marché, l'ouverture de certains ports, etc. Donc les exemples sont nombreux, je vous en ai mis dans le cours. Je vous ai mis une ligne TGV Tanger Casablanca pour vous dire que les Français et les pays du Golfe viennent également construire un certain nombre d'infrastructures sur place, donc participent aussi à ce système. Il n'y a pas que la Chine-Afrique, il faut pouvoir varier un petit peu vos exemples. Et donc voilà pourquoi je vous ai mis ces différents exemples. On peut passer maintenant à notre grand 3, d'énormes défis à relever. Et on va tout de suite passer avec une vidéo au petit 1 qui s'intitule « Le défi démographique et socio-urbain ». Plus surprenant, selon ce rapport publié par les Nations Unies, avant 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé de la planète à la place des États-Unis. À l'origine de ces chamboulements démographiques, nous vivons plus longtemps, en particulier en Afrique. Un homme sur 4 sera africain en 2050, c'est ce qu'affirme un rapport de l'Organisation des Nations Unies présenté jeudi dernier à New York. L'étude dresse un tableau de la population mondiale pour le siècle à venir et met en lumière un basculement démographique à l'échelle planétaire. La Terre comptera ainsi 9,6 milliards d'habitants en 2050, dont 2,4 milliards d'Africains. Plus de la moitié de la croissance de la population mondiale d'ici 2050 devrait se produire en Afrique. D'après le rapport, les Africains seront 2 fois plus nombreux d'ici une quarantaine d'années. La population africaine compte aujourd'hui 1,1 milliard d'individus. Ils seront 2,4 milliards en 2050 pour atteindre 4,2 milliards d'ici 2100. Le phénomène est d'autant plus important que la croissance démographique mondiale ralentit dans son ensemble quand elle augmente encore très rapidement dans certains pays du continent. Le Nigeria devrait ainsi dépasser les États-Unis avant 2050 pour devenir à la fin du siècle le 2e pays le plus peuplé au monde derrière la Chine. Les autres pays africains ne sont pas en reste. En 2100, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie ou encore l'Ouganda et le Niger devraient compter chacun des populations de plus de 200 millions d'habitants. Le rapport souligne néanmoins que ces chiffres pourraient varier suivant l'évolution des taux de fécondité dans les prochaines années. Ces derniers ont en effet tendance à baisser plus rapidement que prévu dans de nombreux pays d'Afrique. Forte de ce constat, l'étude rappelle que le vieillissement de la population sera l'un des nombreux challenges qui attendent le continent. En Afrique, la population urbaine a doublé en 20 ans. Elle atteint plus de 470 millions d'habitants. Selon les prévisions, les villes africaines devraient abriter 1 milliard d'habitants en 2035, puis 1,5 milliard en 2050.
La part des citadins dans la population africaine est passée de 14% en 1950 à 40% actuellement. Il y aura autant d'urbains que de ruraux en 2035. Dans ces villes, plus de 60% de la population vit dans un bidonville. Une croissance trop rapide et anarchique qui s'est accompagnée d'une extension urbaine. En termes de densité, les villes africaines pourraient absorber 5,87 millions de kilomètres carrés de terre au cours des 15 prochaines années, soit plus de 10 fois la superficie de la France. There's these incredible, divisive scenes from above where you have really rich people on one side and really poor people on the other side. And I didn't feel like enough people were paying attention to that. And so when you look at it from the air or when you drive around in Cape Town, it's very apparent the difference between the city and the mountain and the beaches, where pretty much every rich person or even middle-class person lives, and the Cape Flats, where mostly colored, black, poor people live. People found my photos on Facebook, on my Facebook page, which only had 200 likes at the time. And people just shared them. They shared them and shared them and shared them. And then, yeah, it's grown into this massive sort of worldwide phenomenon of a particular way of looking at inequality. Grâce à cette vidéo que vous venez de voir et au graphique que je fais apparaître à l'écran, vous savez qu'il y a une croissance démographique extrêmement rapide en Afrique et vous le voyez, elle est sans commune mesure avec les autres continents. Elle explose véritablement, ce qui s'explique notamment par une transition démographique qui est encore en cours. Alors ça remonte un peu pour vous ça, mais c'est quelque chose que vous avez vu notamment en seconde. On avait commencé l'année normalement avec ça. Donc là où vous vous situez ici, c'est-à-dire avec une démographie qu'on considère comme maîtrisée, c'est-à-dire avec un taux de natalité et un taux de mortalité qui sont relativement faibles, l'Afrique, pour de nombreux pays, reste encore ici dans une phase où le taux de natalité est seulement en train de diminuer et donc vous allez avoir un fort accroissement naturel, c'est-à-dire des pays qui vont continuer à connaître une forte augmentation de leur population. Je vous ai mis à titre d'exemple l'indice de fécondité du Niger qui reste encore en moyenne de 7 enfants par femme, donc évidemment ce sont des pays où l'accroissement naturel reste très élevé. Alors à ce rythme, vous l'avez vu dans la vidéo, on pense que l'Afrique pourrait passer en 2050 à 2 milliards d'habitants et c'est une croissance qui peut évidemment menacer le développement de certains pays parce que ça rend évidemment difficile la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le mal développement et puis nous le verrons dans la troisième flèche, il reste toujours le problème des inégalités. Avant cette troisième flèche, la seconde permet d'évoquer l'urbanisation galopante de l'Afrique. Alors vous le voyez notamment à travers les deux cartes qui comparent le taux d'urbanisation en Afrique. Les populations africaines gagnent de plus en plus les villes, ce qui pose le problème justement de la capacité de ces villes à savoir recevoir toutes ces populations. Et donc malheureusement en Afrique, vous avez beaucoup de bidonvilles qui se développent, comme dans la ville de Lagos par exemple. Alors à titre d'exemple et pour bien chiffrer tout cela, on a expliqué que la population africaine a été multipliée par 4,5 depuis 1950. La population d'urbains, elle, a été multipliée par 13. C'est-à-dire que de nombreux Africains quittent aujourd'hui les campagnes pour venir grossir les banlieues et, comme je l'ai dit, les bidonvilles la plupart du temps, de grandes métropoles comme celles qui sont placées sur votre carte, Lagos, Kinshasa, Le Caire, Johannesburg, etc. Donc la plupart du temps, comme on vous l'a évoqué, il y a évidemment les problèmes liés au mauvais logement, donc à l'insalubrité, donc aux bidonvilles. Il y a la saturation des axes de circulation. Lagos c'est encore une fois un très bon exemple. Et puis évidemment la gestion des déchets, de l'eau courante, de l'électricité, etc. Et puis on termine ce petit 1 en évoquant, grâce à la troisième flèche, le problème des inégalités. La répartition des richesses est extrêmement inégale en Afrique et évidemment avec ce phénomène d'explosion démographique et urbaine, tout cela est aggravé.
Si on prend encore une fois un exemple très concret, puisque vous savez que dans vos compositions, il faut vous appuyer sur des chiffres bien concrets et réels pour que vous puissiez vraiment bien argumenter, on vous dit qu'en Afrique du Sud, 20% des Sud-Africains possèdent 70% des richesses du pays. Et donc, un terme à employer, il faut absolument que les pays africains réussissent à enclencher des croissances inclusives, c'est-à-dire des croissances où les populations pauvres, les populations en difficulté, puissent également bénéficier d'aides publiques. Mais évidemment, ces aides publiques, ces aides sociales coûtent extrêmement cher, donc ça n'est pas évident pour un État africain déjà de commencer un décollage économique et en plus de permettre aux populations les plus en difficulté de s'accrocher à ce décollage. Toute la difficulté est là et donc on appelle cela une croissance inclusive, c'est-à-dire, je le répète, une croissance mais qui va permettre de soutenir les populations dans la difficulté, notamment à l'aide de politiques sociales, de politiques publiques et notamment, je l'ai dit, de dépenses de l'État assez importantes pour permettre aux populations les plus en difficulté de s'accrocher au wagon de la croissance. Donc petit 2, on va évoquer dans cette partie les blocages économiques structurels que l'Afrique doit absolument surmonter. D'abord, première flèche, le défi agricole. Il reste important en Afrique puisque le continent africain reste le continent de la faim, le continent de la malnutrition, le continent également de la famine qui encore aujourd'hui frappe certains pays, vous le voyez sur la carte. Alors aujourd'hui évidemment il y a eu des progrès. On n'est plus dans des situations que l'Afrique a pu connaître, notamment à la fin du XXe siècle, mais il reste encore de gros progrès à faire, puisque, vous le voyez au niveau des chiffres, l'ONU estime qu'il faudrait en général 2700 calories par jour par habitant pour avoir des rations correctes alimentaires. Or, il reste des pays africains où on est aux alentours de 2300 calories, donc bien inférieur à la ration nécessaire d'après l'ONU. Alors, comment expliquer ces difficultés ? Il ne faut surtout pas vous attarder trop longtemps sur l'idée que c'est le climat qui pèse avant tout sur les cultures africaines, puisque avant tout, certes, il y a des catastrophes naturelles, mais c'est surtout lié à de mauvaises politiques, à des guerres, à l'instabilité de certains États, évidemment aussi à des techniques agraires qui sont peu productives. Ils n'ont évidemment pas les moyens ni la mécanisation que nous connaissons, nous, par exemple en Europe occidentale ou aux États-Unis. Et puis, il reste également une très forte concurrence des pays des Nord, justement, et face à laquelle les pays africains ont bien du mal à peser dans la mondialisation, certes, mais ce qui évidemment pénalise le développement de l'agriculture à l'intérieur des pays africains. La seconde flèche de ce petit 2 nous permet de comprendre qu'il existe de faibles échanges intra-africains. C'est-à-dire que les États africains, entre eux, échangent relativement peu. Ils vont privilégier des exportations vers les autres pays du monde et en général, on vous donne cette proportion. Il y a seulement 13% des exportations des pays africains qui sont destinées à d'autres pays africains. Le reste, c'est pour le reste du monde. Donc pour développer ces échanges entre États africains, il y a des accords de libre-échange qui sont signés entre certains États. Et puis il faudrait également améliorer les infrastructures, notamment routières, puisque, on vous le dit, l'absence par exemple de goudron sur les routes d'Afrique de l'Ouest divise par 4 les possibilités de commerce. C'est-à-dire qu'en goudronnant ces routes, vous pourriez multiplier par 4 les échanges entre États de l'Afrique de l'Ouest. Troisième flèche, on va vous parler de blocage structurel profond. Premièrement, la corruption. On explique également dans un deuxième petit point que la faible diversification des économies pose également problème, c'est-à-dire que vous allez avoir des pays qui sont spécialisés sur telle ou telle ressource. Et évidemment, ils sont très dépendants de ces ressources et ce qui rend leur économie instable. Dernier petit point dans ces blocages structurels, il faut rappeler qu'il y a toujours un problème lié à la scolarisation et à l'alphabétisation en Afrique. Et lorsque vous avez des élites qui sortent des universités africaines, elles vont également parfois quitter le continent pour aller chercher de meilleures conditions de vie et de meilleures conditions de travail, par exemple en Europe. Et évidemment, c'est une perte sèche pour l'Afrique qui voit partir parfois ses meilleurs élèves et ses futurs cerveaux. Donc cette fuite des cerveaux, elle peut pénaliser l'Afrique dans la mondialisation également. Dernière partie, votre petit 3, elle s'intitule le défi politico-militaire et ça reste effectivement le principal problème de l'Afrique. On commence par une première flèche et d'ailleurs regardez la petite diapo que je mets à l'écran. Le continent africain reste le plus conflictuel du monde puisque vous avez en tout 27% des guerres de la planète qui sont situées sur le continent. C'est un chiffre qui date de 2014 mais qui reste plus ou moins actuel. Vous avez de nombreux États qui restent encore aujourd'hui fragilisés par des conflits. Alors vous le voyez ici, vous avez une carte des guerres depuis 1960 et on remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'États qui ont échappé à des conflits. Et en général, les raisons sont liées par exemple au contrôle des ressources. Vous pouvez avoir des raisons religieuses également. La Centrafrique a connu un conflit important où c'est la France qui a dû venir
arbitrer plus ou moins le conflit, et notamment c'est un conflit qui était lié aux religions musulmanes et chrétiennes qui s'affrontaient. Vous avez évidemment dans la région, on l'a dit, le djihadisme qui est venu vraiment fragiliser certaines zones africaines. Donc on a vu AQMI, vous pouvez également citer Boko Haram, qui est très présent notamment au nord du Nigeria. Et puis d'autres raisons, évidemment, comme le contrôle du pouvoir, et puis parfois des oppositions entre centre et périphérie, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas toujours très unis entre eux, et donc vous avez même parfois eu des guerres civiles. Alors la seconde flèche nous amène à évoquer le défi politique, c'est-à-dire que l'Afrique reste en général aussi le continent des coups d'État. Alors il y a eu 87 coups d'État en 50 ans, et en général l'Afrique renvoie, regardez rien que par le nombre de présidents assassinés en Afrique depuis 1963, elle renvoie en général l'image d'un continent qui n'est pas forcément très sûr ni très stable, et donc forcément pour attirer les IDE, ça n'est pas évidemment le meilleur tableau. Donc ce défi politique, l'Afrique doit évidemment s'y attaquer. Il y a également un problème lié parfois dans certains États à l'absence de démocratie, mais attention, il faut le nuancer, il y a quand même des États qui ont fait de gros progrès là-dessus, l'Afrique du Sud, le Sénégal, qui ont désormais véritablement des élections libres. Dernière flèche de secours, on va montrer que les pays de ce continent africain cherchent aujourd'hui à s'organiser afin justement de s'attaquer pleinement à ces défis politico-militaires et à ne plus renvoyer uniquement l'image d'un continent instable. Donc vous avez notamment l'Union africaine qui réunit la quasi-totalité des États africains et qui vise à promouvoir les droits de l'homme, la démocratie, mais également le développement afin justement de ne plus repousser les IDE et de faire venir dans les États africains des investisseurs étrangers qui justement vont permettre de développer et de relancer la croissance de ce continent. On peut également citer la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui vise justement par des accords de libre-échange à faciliter les échanges entre ces pays africains pour justement lutter contre ce que l'on avait évoqué dans la seconde flèche du petit 2, c'est-à-dire la faiblesse des échanges intra-africains. En conclusion de cette leçon, l'Afrique conserve, vous l'avez vu, de nombreux défis, notamment liés à son développement. Les indicateurs restent inquiétants dans de nombreux domaines. Alors on a vu l'éducation, on a vu l'IDH, vous pouvez en citer certains, mais vous devez également nuancer en montrant que c'est un continent qui connaît aussi une croissance constante en ce moment, avec notamment les lions africains qui s'intègrent de plus en plus dans la mondialisation. Et puis surtout, c'est un continent riche avec de nombreuses ressources et qui intéresse de ce fait-là aujourd'hui de nombreuses puissances. Voilà, j'espère que cette leçon a été bien claire pour vous. Elle est assez importante, donc prenez bien le temps qu'il faut pour la recopier, pour la comprendre, et puis comme d'habitude je vous enverrai un petit quiz pour vérifier que vous avez bien tout compris. J'espère que ça va bien de votre côté, continuez à rester chez vous, et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt, mais cette fois-ci en face à face. À bientôt.